Bonjour et bienvenue. Je suis Benoît Poliquin, le fondateur et l'un des gestionnaires de portefeuille ici chez Exponent Management. Vous êtes en train de visionner la revue du deuxième trimestre 2026. On va débuter par notre tableau de rendement habituel où est-ce qu'on vérifie et regarde les rendements des différents marchés qu'on suit de près. Donc, le premier étant le S&P TSX, c'est-à-dire le marché canadien, américain, le marché de technologie, soit le Nasdaq. On regarde aussi l'Europe, les marchés émergents qui constituent environ 50% des marchés boursiers de la Chine, ainsi que les obligations canadiennes. Donc, si on considère que le rendement à long terme des marchés boursiers se situe autour de 7 à 9 sur une échelle de 10 à 15 ans, et on peut voir qu'on est largement au-dessus de la tendance. Ça veut dire deux choses. Ça ne veut pas nécessairement dire que le marché va reculer, mais cependant, ça peut dire que peut-être on va avoir une longue période comme de 2010 de 2000 à 2013, où est-ce que les marchés américains, par exemple, n'ont absolument rien fait, où le marché canadien a aussi une période d'à peu près 10 ans, en 2007 et 2017, où est-ce qu'il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Donc, c'est pas parce qu'un marché a une forte croissance qu'il va nécessairement reculer. Donc, les choses à noter. Le dollar canadien est à 1,42. On est comme à la hausse, si on veut, de son quadrilatère. Pour chaque dollar américain, on doit payer 1,42. Si on va à la banque, c'est beaucoup plus que ça. Mais on a déjà vu pire, oui. Mais on est pas mal au sommet. Et on a vu évidemment bien mieux lorsqu'on était à parité. Euh, les marchés émergents ont eu une très forte poussée depuis un an. Les marchés européens, malgré la tendance, parce qu'on a eu un peu de misère, on peut voir qu'ils traînent la patte versus les marchés nord-américains. On est en train de revenir là-dessus. Le pétrole, il n'y a pas grand-chose qui se passe. On est à 72 le baril. Ça fait 3 ans qu'on est à peu près là. L'or, à 4000 dollars, on a vu des poussées. On a eu un recul de 15% depuis le sommet le dernier trimestre. Au niveau des taux d'intérêt, on est essentiellement au niveau d'inflation, c'est-à-dire si on prête l'argent au gouvernement canadien, on est à 2,5%. Sur 5 ans, on est à 3 et on va faire du 3 tout près de 3,4 si on place de l'argent pour 10 ans avec le gouvernement canadien. Du côté des CPG, on est toujours au-dessus du taux du gouvernement canadien d'à peu près 1%. Donc, on est autour de 4 sur 5 ans et 3,6 sur 1 an. On va regarder les marchés plus près. On va regarder le top 20. Donc, c'est-à-dire les compagnies sont ici illustrées de façon la plus grosse pondération dans l'indice. Donc, la Banque Royale est en la première, Banque TD est en la deuxième. Donc, on a beaucoup de banques, on a beaucoup d'oléoducs ici, Enbridge en est en un. On a TransCanada Pipeline aussi qui est ici, TC Energy. On a le marché ferroviaire et pétrolière. Donc, on a un peu un ensemble de ce qu'est l'économie canadienne. On peut voir que les rendements sont fulgurants. La Banque de Montréal à 40 ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Est-ce que c'est parce que ça va super bien au Canada ou est-ce peut-être parce que on avait un marché canadien, comme je l'ai dit auparavant, qui depuis 2017-2018 n'avait pas vraiment une grosse poussée, et là, on se rattrape. Les titres qui ont de la misère dans le top 20, on a ici Shopify, qui a déjà été la coqueluche des investisseurs canadiens. On a reculé d'à peu près un quart. Les marchés, les actions Orfèvre et Brookfield traînent aussi de la patte. Aux États-Unis, on a un changement un peu qui est en train de se faire. Ça fait peut-être à peu près 6 mois qu'on en parle. Depuis 2022, c'est vraiment les 7 plus grandes compagnies. On les appelait les Mag 7. Donc, on parle ici de Apple, Google, Meta. Il y en avait 7 de ces compagnies-là, Amazon, et qui portaient le gros du rendement. Là, depuis à peu près 6 mois, on a des compagnies qui vraiment ont des rendements fulgurants, spécifiquement dans le marché d'un anglicisme, pardonnez l'anglicisme, des semi-conducteurs. Donc, on a Micron ici, qui est rendu la 10e compagnie la plus importante en termes de pondération. Il y a 2 ans, elle était numéro 40. Donc,
à la fois Micron, Applied Materials, Intel et Advanced Micro sont tous des compagnies qui œuvrent dans les semi-conducteurs et ont un rendement tout à fait fulgurant. Microsoft, presque en baisse de 25%, donc souvent on ne réalise pas. Ça attire pas les grandes lignes quand une action telle que Microsoft ne va pas très bien. Puis ça a été comme un, un il n'y a rien de violent, c'est comme un ballon qui s'est dégonflé. Donc, si on revient à l'économie canadienne, les marchés en hausse et l'économie en baisse. Pourquoi? Bon, on va regarder deux indices. Le premier, c'est l'indice de la Banque du Canada qui regarde trois items, c'est-à-dire la santé au niveau du marché de l'emploi, la santé financière, c'est-à-dire le taux d'endettement, et ensuite le volume de dépenses au niveau des intentions de consommation des consommateurs. Et depuis 2020, le ratio est négatif. Donc, on a une espèce de consommateur embourbé. Si on regarde les marchés à la hausse, on va regarder la ligne rouge ici, qui est le S&P TSX. Depuis 2016, il a effectivement doublé. Cependant, l'indice de confiance des PME, c'est-à-dire l'association qu'on appelle le Canadian Federation of Independent Business, qui sort cette espèce de questionnaire. Et ce questionnaire-là, les résultats sont plus bas au niveau de la confiance des PME. Il est plus bas, cette confiance-là est plus basse qu'elle était lors de la période de COVID. Ça, c'est ne pas dire. Donc, l'écart qu'on voit entre les marchés boursiers et la confiance des entrepreneurs est à son plus bas. Est-ce que c'est l'endettement? Pas vraiment. Tous les marchés, tous les gouvernements des économies développées ont largement augmenté leur fardeau d'endettement. Ici au Canada, depuis 10 ans, on a effectivement un doublement de la dette. Où est-ce que l'argent va dans cette... On a regardé ici, on peut regarder le budget canadien. On a un service de dette, c'est-à-dire ce que ça prend pour payer les intérêts. On est rendu à 10% du budget. On est à 7 en Ontario et j'ai été surpris par ce chiffre-là. On est en bas de 5 au Québec. Où est-ce que ces argents vont là? Les gros postes, si on veut, on a des programmes, évidemment, au fédéral, et ensuite les transferts vers les contribuables, c'est-à-dire on pense par son vieillesse, assurance emploi et le tout, 25%. Et un autre, tout près de 20% est transféré vers les provinces et les territoires. Quand on regarde les provinces, on va parler ici de l'Ontario et du Québec, le gros du budget, si on parle ici de plus de 60%, va vers l'éducation et la santé. Donc, ce sont des promesses sociales, si on veut, et ces promesses sociales-là, elles ont été financées, ils se font financer par la dette. Donc, si un consommateur qui vieillit, qui commence à ralentir, et donc le consommateur ne se porte, est pas vraiment actif de ce temps-ci. Pourquoi? On a parlé un peu de manque de confiance, réel ou perçu. On va aussi regarder si l'économie canadienne est représentée par le volume des transactions. 75%, c'est des achats de consommateurs. On va regarder le consommateur et on va regarder la plus grosse dépense du consommateur. Si on regarde ici les 40% plus nantis, c'est-à-dire les 40% de la population canadienne qui gagne le plus gros portion de la recette au niveau des revenus. On parle ici de 72% de la population. Donc, ces 40%-là sont 72%. De la portion des revenus, ils payent tout près de 80% de la recette fiscale. Donc, on a un consommateur ici qui paye beaucoup d'impôts, mais aussi et à la fois aussi en même temps le moteur de l'économie. Donc, c'est sûr que si on a un fardeau d'endettement qui augmente, un fardeau, si on veut, pour entretenir la dette qui augmente aussi, là, ça sort tout de la même poche, c'est-à-dire le consommateur. Je veux pas faire un statement politique parce que cette réalité-là est à travers l'ensemble de l'économie mondiale. Et ce qu'on voit ici, c'est la croissance au Canada, aux États-Unis et en Europe, ainsi que la moyenne de tous les membres de l'OCDE. On voit ici, si on oublie la période COVID, on est toujours autour de 2 ou 3%, avec pas un gros changement. Donc, l'économie mondiale
n'a pas beaucoup de croissance. Donc, en sommaire, ce qu'on voit ici au Canada, on a une croissance qui est en deçà de l'inflation. Donc, ça, c'est toujours un problème pour le gouvernement parce que idéalement, ils veulent avoir une croissance au-dessus de l'inflation. On a un marché de l'emploi qui se porte quand même assez bien, à 6,6 et on a un recul au niveau du commerce et des exportations. Évidemment, les exportations vers les États-Unis ont baissé de beaucoup. Les exportations qui avaient une destination autre que les États-Unis ont augmenté de tout près de 13 Cette augmentation-là n'est pas assez pour faire combler la perte des exportations vers les États-Unis. On peut aussi parler, ces argents, si le marché canadien a augmenté, pourquoi? Mais souvent, dans le domaine, on va regarder, voir si ces argents-là viennent des capitaux extérieurs, des capitaux étrangers. Le tableau ici, selon Statistique Canada, les derniers mois, on peut pas remarquer que les actions canadiennes, avec le tableau ici en orange, il n'y a pas de conclusion que c'est vraiment des capitaux étrangers qui ont fait gonfler les valeurs. Notre hypothèse étant que depuis 25 ans, il y a de plus en plus de stratégies de placement qui sont indicielles. Donc, à mesure que les capitaux augmentent, le volume de capitaux se dirige vers les marchés boursiers et suivent une indexation, c'est-à-dire qu'ils suivent la recette de l'indice. Donc, si on revient à notre exemple du S&P TSX, où est-ce que la Banque Royale reçoit 7 elle représente 7 de la pondération. Chaque dollar investi dans l'indice, la Banque Royale va recevoir 7 sous, donc 7 Donc, tant que les flux monétaires sont positifs, l'indice va gonfler, c'est comme un cercle qui s'autogénère. On voit ici les capitaux qui sont gérés de façon active, que ce soit une stratégie de croissance, de valeur, de momentum, quoi que ce soit, c'est pas important. On voit ici que les dollars, les capitaux, sont vraiment gérés de façon robotisée dans l'industrie et les facteurs humains, si on veut, un gestionnaire ou une équipe de gestion, une gestionnaire ou une équipe de gestion représente seulement environ 1 $ sur 5 au niveau de comment est-ce que les capitaux sont dirigés. Est-ce que la croissance, même s'il n'y a pas une grosse croissance au niveau de l'économie, est-ce qu'il y a une croissance au niveau des secteurs? Ben, la réponse est non. Euh, on a ici les 3 gros secteurs qui représentent les moteurs de l'économie canadienne. Le secteur financier, le secteur énergétique, les secteurs oléoduc, si on veut, et le secteur minier, il n'y a pas de tendance à la hausse. Donc, pourquoi? Notre conclusion demeure que c'est les flux de capital. Tant que le flux de capitaux est positif, les indices sont appelés à gonfler. Si on revient ici, on appelle hyperscalers, c'est un anglicisme, j'en suis désolé, mais c'est l'infrastructure, c'est qui ces joueurs-là qui bâtissent l'intelligence artificielle. On en connaît certains, Amazon, Microsoft, Alphabet, Meta et Oracle. On a aussi Anthropic et OpenAI. Ce qu'on veut vous montrer ici, c'est le capital qui est tout à fait faramineux au niveau de la vitesse de la croissance, du déploiement de capital. Ces compagnies-là, il y a 5 ans, déployaient environ 60 milliards par année et ils sont rendus à en déployer 240, 250 milliards. C'est une croissance fulgurante. La question qu'on se pose, c'est plus ils déploient de capital, plus le rendement doit être intéressant. L'argent va où? Donc, ces hyperscalers-là, donc Microsoft, Amazon, Meta et tout ça, ces 250 milliards-là, il va où? Il va en construisant l'infrastructure électrique, les équipements, la gestion de ces parcs de serveurs et évidemment les compagnies de construction et aussi la robotisation. Donc, les dollars, quand le troisième panneau que je vous ai montré, où est-ce que ces actions-là ne vraiment n'avaient pas une grosse croissance au niveau de l'avance de leur prix, la croissance de leur prix, ça explique parce qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent et ces dollars-là sont allés vers la deuxième dérivée de la poussée de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire l'infrastructure.
Ici, c'était je rendement vite fait, vous pouvez faire une recherche Google de ces actions-là. Toutes ces compagnies-là, c'est un fonds de placement qui essaie d'avoir le plus d'exposition vers la croissance de l'intelligence artificielle. Donc, ces rendements sur 5 ans, 3 ans, 1 an sont tout à fait fulgurants. Et c'est vraiment ces dollars-là qui viennent de ces hyperscalers, qui s'en vont vers euh, la construction de l'infrastructure de l'intelligence artificielle. Bon, le prix, comment est-ce qu'on peut comptabiliser l'intelligence artificielle? Ben, l'industrie a créé cette unité de recherche-là, de recherche d'Internet ou de demande d'intelligence artificielle, qu'on appelle un query. Et donc, cette unité-là étant un jeton. Et là, ce qu'on voit, c'est en 2023, chaque jeton de commande électronique coûtait 30 dollars et maintenant, elle coûte 2,5 $, ça même dépendamment de quel modèle on utilise et ses fonctionnalités, on arrive à une baisse importante donc des jetons. Cependant, donc ça c'est le prix du jeton. Combien de jetons est-ce qu'on utilise ou on génère? C'est plus difficile à suivre. Mais grâce à l'Internet, à l'intelligence artificielle, on a vu, selon le chef de la direction de Google, qui avait, il y a 2 ans, environ 10 milliards billions de jetons, et maintenant on est rendu à 3,2 quadrillions. C'est des chiffres, j'ai la misère à les dire, là, c'est faramineux en termes de nombre de zéros qui restent. Donc, le volume a tout à fait explosé pendant que les prix ont baissé. C'est parfait, ça, ça suit son cours normal, mais on est loin de la rentabilité pour les jetons. Donc, la question se pose, combien de temps ça va durer? Donc, les points à retenir pour ce trimestre. Les marchés au Canada ont vraiment devancé l'économie. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir un recul boursier important. Ça peut dire qu'on peut revoir un épisode ou une période de temps où est-ce que les marchés boursiers vont nulle part. C'est-à-dire qu'ils restent à l'intérieur d'un rectangle, plus ou moins un chiffre, mettons 5% ou 10% à la hausse ou à la baisse, sans grande tendance. Le PIB au Canada croît au ralenti, mais c'est pas juste une histoire canadienne. Les taux ont diminué. L'économie va pas très bien, donc la Banque canadienne a déjà baissé son taux. Est-ce qu'elle va le faire encore? Peut-être. L'inflation, cependant, ça limite, elle revient graduellement. Donc, ça limite un peu les options pour la Banque centrale. Et au niveau de la croissance économique, l'intelligence artificielle demeure le moteur de la croissance. On continue de surveiller le fardeau d'endettement et les valorisations. Merci beaucoup d'avoir visionné cette revue. Si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Au plaisir.